l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale et une petite incise rugby ce matin, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Sujet du jour, évidemment, la Turquie. Un pays face à ses fractures, titre La Croix. Alors que le Figaro met à la une la photo d'une foule compacte réunie hier lors de la manifestation d'hommage aux victimes de l'attentat. Libération s'interroge. Qui sont les assassins de la paix en Turquie ? Pour l'humanité, pas de doute, l'attentat d'Ankara est le sanglant résultat de la stratégie d'Erdogan. Toujours plus enivré par son pouvoir, convaincu d'avoir été désigné par Dieu, le président turc est devenu le principal facteur d'instabilité, estime Libé. Jean-Marc Ayrault est de retour à la une de l'Opinion ce matin. Il ressurgit avec un amendement esquissant une CSG progressive. De quoi gêner le gouvernement qui pensait bien avoir apaisé l'aile gauche de sa majorité. D'où ce titre jeu de mots, le nouveau héros des frondeurs. Direct Matin, titre sur la tournée de Manuel Valls qui se poursuit au Moyen-Orient. La France soigne ses alliances. Et puis vous connaissez tous, chers amis, les petites annonces de rencontres de Libé. Julie, oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, vous et bien moi. Sûr, oui. Et il y en a une qui n'a pas échappé au site de l'Express. Écrivain cherche journaliste curieux. Boudé par les médias, l'auteur Fabrice Guénier a lancé cet appel, c'était samedi, pour que l'on parle de son roman qui s'appelle Anne, publié chez Gallimard et qui n'a eu aucun article, aucune retombée de presse, rien, Macache Walou. Pourtant, et pourtant son livre fait partie des 9 ouvrages en lice pour décrocher le prix Renaudot. Ah oui. Alors il donne un numéro pour le joindre, 06 09 06 90 05. Voilà, si vous voulez faire un papier, si vous voulez l'aider, il paraît que le bouquin est formidable. Évidemment, je ne l'ai pas lu. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes qui ont tout particulièrement attiré votre regard ce matin ? Celle du Dauphiné libéré, d'abord après la défaite du 15 de France. Hier, c'était la leçon irlandaise pour le quotidien d'Annecy. La Dépêche du Midi, de son côté, donne la parole au ministre de l'économie en déplacement dans le Lot. Aujourd'hui, je suis un progressiste, assure Emmanuel Macron, qui défend dans le journal toulousain ses réformes, je cite, efficaces et justes. Et puis un hommage dans le Courrier de l'Ouest, hommage aux paysans suicidés. Un maraîcher qui veut faire du 11 octobre la journée nationale sur le suicide dans le monde agricole a installé 600 croix devant la basilique d'Auray en Bretagne. 600 comme autant de suicides annuels d'agriculteurs. L'histoire du jour, on la lit également dans le Courrier de l'Ouest, Marion, elle fait frissonner, c'est celle de marcheurs attaqués par des frelons. Oui, il faisait beau. Hier matin, la balade s'annonçait belle. D'ailleurs, 400 personnes avaient répondu présentes pour cette randonnée des vendanges à Saint-Rémy-des-Mauges, dans le Maine-et-Loire. Le tableau est idyllique, mais peut-être y avait-il un peu trop de monde. Des frelons qui s'étaient nichés au bord du chemin dans un nid n'ont apparemment pas du tout apprécié tout ce passage. Les premiers randonneurs sont passés tranquillement. Les suivants, en revanche, ont vu déferler sur eux d'énormes frelons. Une quinzaine de randonneurs a dû être pris en charge. 2 ont même été évacués vers le centre hospitalier de Cholet. Ça doit être effrayant. Apparemment, dit l'un des organisateurs, personne n'a paniqué et on leur rend hommage parce que franchement, autant de frelons qui débarquent, ça doit faire peur. En tout cas, il y a 2 personnes qui ont été prises en charge et transportées vers le centre hospitalier de Cholet pour des réactions allergiques. Je sais pas vous, mais moi je serais encore en train de courir en hurlant. En termes de sang-froid, dans ce genre de situation, ça se discute. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous emmenez à Fukushima, au Japon, avec des photos hallucinantes 4 ans après la catastrophe. Oui, on pourrait appeler ça retour dans des villes fantômes et des champs irradiés. On a vraiment l'impression, les amis, d'être dans un film d'épouvante. C'est le travail d'un photographe polonais, il s'appelle Podniesinski. C'est notamment diffusé dans le Daily Mail et pendant plusieurs jours, il a pu travailler, alors évidemment avec toutes les protections qu'il faut, dans ces zones d'exclusion. Je vous décris quelques photos. D'abord, une colonne de voitures vue du ciel, littéralement envahie par la végétation. La route a totalement disparu. On distingue à peine les carrosseries, comme si finalement la fuite avait été figée dans le temps. On vous a mis d'ailleurs toutes ces photos sur le compte Twitter d'Europe 1, vous pouvez aller voir. Il y a aussi un tableau d'écoliers avec des inscriptions toujours écrites à la craie, 4 ans après. Il y a une table de restaurant, toujours pas débarrassée. Il y a encore un supermarché avec les rayons qui sont pleins. Il y a beaucoup de toiles d'araignées aujourd'hui. C'est vraiment la vie figée, c'est exactement. C'est des photos qui montrent à quelle vitesse les habitants ont dû tout quitter sans réfléchir. 160 000 personnes évacuées quand même à l'époque. Alors aujourd'hui, on nous dit que 40 000 ont pu retrouver leur maison. Il y a aussi des images de reconstruction, bien sûr, mais
On constate surtout qu'il faudra du temps pour que cette zone ne ressemble plus à un film de zombies. Voilà donc pour le Japon. Et alors dites-nous comment nos amis néo-zélandais racontent notre légère défaite d'hier et le fait qu'on soit sur leur route pour le mondial. Eh bien, figurez-vous qu'ils ne fanfaronnent pas, les Néo-Zélandais. J'ai vu ça notamment dans le New Zealand Herald tout à l'heure. Ils disent que c'est du 50-50. Ouais. 50% ils gagnent et 50% on perd, non? Ils n'oublient pas que les Bleus. Attendez, on a quand même éliminé les Blacks en 99, en 2007, et ça, ils le disent ce matin. Et ils disent aussi que si la France est présentée comme une équipe sur le déclin, c'est aussi le cas pour les All Blacks. D'autant que la France est de plus en plus grande, c'est ce que vous nous apprenez ce matin, Axel de Tarlet. La France a gagné près de 600 000 km² de territoire maritime. C'est l'équivalent de la surface du pays, c'est à lire sur challenge.fr. C'est même légèrement plus, parce que la France métropolitaine, c'est 549 000 km². Et là, on vient d'apprendre, via 4 décrets qui ont été publiés, que notre espace maritime s'est agrandi de 579 000 km². En fait, ce sont des décrets qui ont officialisé l'extension du plateau continental français au large des îles de Kerguelen, Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie et de la Guyane. Mais ça veut dire qu'on a grappillé sur les eaux internationales? Exactement, et ça c'est pas compliqué, il suffit de faire une demande à l'ONU, il y a une commission des limites du plateau continental qui regarde si le fond de la mer correspond bien à la prolongation géologique de l'île, et là elle vous accorde d'étendre votre domaine maritime. Il faut savoir que la France a le 2e plus grand espace maritime au monde, derrière les États-Unis. Oui, nous avons un nombre incroyable d'îlots. Dans le Pacifique par exemple, la France possède 118 îlots dont 76 sont inhabités. Autour de chaque îlot vous avez jusqu'à 650 km qui est à vous. Résultat, on a 11 millions de kilomètres carrés, la France de mer. C'est 4 fois la mer Méditerranée, 20 fois la France, c'est génial. En espace maritime. Mais quel intérêt? Alors voilà, ça c'est plus compliqué. Alors s'il y a du pétrole, c'est bingo, mais nous on n'a pas de pétrole. Alors l'intérêt, c'est un jour. Non, on sait pas. Là, oui, on sait pas trop, mais c'est compliqué d'aller au fin fond du Pacifique, regarder s'il y a du pétrole au milieu de nulle part. L'intérêt, c'est peut-être un jour d'exploiter du nickel, du plomb, du cobalt, le jour où il y aura plus de, parce que c'est très cher, c'est 10 fois plus cher. Le ministère des Affaires étrangères, qui est à l'origine de cette requête, dit en fait on travaille pour les générations futures. Et voilà, c'est donc à lire sur challenge.fr. Eva Rock à pleines dents, c'est sur Arte, c'est à 19h et c'est du lundi au vendredi, et ça tombe bien puisqu'on est lundi. Et je vous propose donc d'effectuer ce voyage culinaire aux côtés Gérard Depardieu. Alors la première destination, c'est la Bretagne ce soir, avec ses producteurs de fruits, de légumes, ses pêcheurs, ses agriculteurs, et les exclamations de Depardieu à chaque fois qu'il fait une découverte culinaire. Oh, ça sent bon. Ça sent beau et ça sent bon. Oh non, c'est bon, tiens, sans ça. C'est incroyable. Magnifique. C'est quand et c'est comme ça pendant une heure. Il découvre tous les producteurs en Bretagne, et c'est un voyage épicurien, gourmand, alors glouton tellement il dévore tout ce qu'il trouve. C'est l'occasion aussi évidemment pour lui de parler de sa carrière cinématographique et de se dévoiler un peu avec sa gouaille. Alors il faut l'entendre, il est devant Monsieur le Crépier. Alors chez ce Monsieur le Crépier, on est crépier de père en fils, et écoutez ce que lui dit Depardieu. On ne sait pas ce qu'on fait, on est dans le désir de ses parents. Mais lui, il a été là à la crêpe parce que ses parents avaient déjà la crêpe, et puis voilà. Après, on copie les modèles. Regarde, toi. Pareil. Moi, mon père, il buvait, regarde. C'est un alambic. C'est tous des diabétiques chez moi. Sauf moi, j'ai échappé au diabète parce que je suis soigné par les Russes. Toujours la petite provoque. Tout le temps. Alors au-delà du côté gargantuesque du documentaire, on apprend quand même des tas de choses, comment se fait l'assemblage pour faire du cidre, comment on pêche les homards, les pommes de terre sur l'île de Basse. C'est vraiment hyper intéressant. Les images sont bien léchées. L'écriture, c'est aux petits oignons, et puis les mots croustillants de Depardieu, ça devrait vous régaler. À pleines dents sur Arte, c'est toute la semaine et ça commence à 19h. Alors on demande beaucoup le numéro de téléphone de cet auteur, Fabrice Guégné, c'est donc le 06 85 43 70. Julie, je suis en train de donner votre numéro là. Je m'arrête là. Rideau sur le kiosque.